Alors, je vois qu'il y a des fidèles. Je voudrais leur dire que autant la conférence précédente était lumineuse, autant celle-ci est sombre. Hein, c'est le sujet qui le veut. Un été 44, l'été de la libération à Barjol. Alors, pourquoi ce thème, un été 44, plutôt que la libération, hein, c'est pas pour faire compliqué, mais c'est tout simplement... alors, beaucoup m'ont posé cette question. Alors c'est un petit clin d'œil bien sûr au film Un été 42, mais pas que. Hein. En réalité, l'été 44 dépend de la perception que l'on en a, c'est-à-dire de l'endroit où l'on se place. Hein. Dans l'absolu, il pourrait y avoir autant d'été 44 que de villages. Alors Barjol connaît le débarquement, puisqu'il y a... Enfin, Barjol est un village où il y a un débarquement hein, dans le Var, et donc de ce fait, il y a un impact très important, et c'est un cas particulier que ne connaissent pas beaucoup de villages de France. D'autre part, il faut savoir que Barjol va connaître une succession d'événements tragiques hein, qui sont indissociables, 5 semaines absolument chaotiques du 12 juillet jusqu'à la libération. Donc, de ce fait, il n'est peu judicieux de ne traiter que de la libération. Hein, c'est pas possible, on ne peut pas. Voilà. Alors, voilà pour l'explication. Alors, j'ai placé en photo introductive ce char américain qui a participé au combat de la libération. Il a eu un petit souci parce qu'il a voulu faire demi-tour dans un petit chemin. Et il s'est un peu trop appuyé contre un arbre, ce qui fait que l'arbre, sous la poussée, l'arbre est tombé dans la rivière 10 mètres en contrebas, au Carme, et entraînant dans sa chute le char. Hein. Voilà, alors c'est une photo insolite de la libération, moi c'est une photo qui m'amuse un petit peu, elle a l'avantage de ne pas être trop sombre. Hein. Voilà, alors, Barjol, enfin depuis 1939, Barjol connaît la guerre comme toutes les communes de France, c'est-à-dire que les hommes partis et les chevaux réquisitionnés, le travail des champs va se faire comme pendant la Première Guerre mondiale, à la main, par des hommes âgés et les femmes, c'est-à-dire avec des rendements moindres, alors qu'il y a des problèmes de ravitaillement, de restrictions, des réquisitions, et même si c'est plus facile qu'en ville, parce que certains ont des campagnes qui cultivent ou des jardins mis à la disposition par les autorités municipales et que d'autres vont dans la forêt pour trouver tout ce qui peut se manger, tout ce qui peut se consommer, le problème numéro 1 de la population, c'est la faim. Hein. Au dire des témoins, on crevait de faim. Hein. C'est vraiment leur mot, on crevait de faim, il n'y a pas d'autre chose. Alors, eh bien, on prend des risques pour se procurer à manger, on va parfois loin, en car, en vélo, en train, mais c'est interdit. On fait du troc, on fait du marché noir, mais c'est interdit. Il faut savoir qu'on peut se faire fusiller pour un sac de farine ou pour un jambon. Hein. Donc, il ne faut surtout pas se faire prendre. Une jeune dame, était partie à Mérargues. Elle était partie en train. Et elle avait rapporté des provisions. Arrivée sur le quai, les miliciens lui ont tout pris. Alors elle a dit, est-ce que je pourrais garder 2 œufs pour mon petit de 2 ans et demi? Ils ont dit, bon, d'accord. Ils ont tout pris, sauf les 2 œufs. Arrivés en gare de Barjol, ils ont fait une annonce. Une annonce a été faite. Quelqu'un a 2 œufs. S'il ne se dénonce pas, on prend un otage. Vous voyez donc que le climat général, c'est la peur. Hein, d'autant que le village est occupé par les Italiens de juin 40 jusqu'au 24 juillet 43, puis par 5 Allemands âgés, cela est pas trop méchant, m'a-t-on dit. Hein, mais c'est surtout la venue périodique et de plus en plus fréquente des Allemands, soldats, Gestapo, SS, qui terrorisent la population. Hein. Ils recherchent les opposants et leurs avions qui survolent le village à basse altitude après les parachutages accentuent, si vous voulez, la dramatisation hein, de cette période. Alors, fin mars, début avril 44, après que certains de leurs indicateurs aient disparu, 200 Allemands, jeunes hein, ceux-là, s'installent au village pour lutter contre les maquis qui sont très actifs. Alors, ils le quittent fin juin, début juillet 44 pour renforcer le front de Normandie. Après le débarquement, parce que là-bas les choses ne se passent pas bien du tout. Hein. Le débarquement a beaucoup de mal à s'installer hein, en Normandie. Alors les actions des résistants eh bien, se multiplient et c'est dans ce climat particulièrement tendu que se déroule l'été 42. Alors mon propos va s'articuler autour de 2 thèmes, la lutte entre les résistants et l'occupant et la libération.
Alors cette lutte, eh bien, elle se caractérise par une atmosphère très pesante, hein, qui s'est abattue sur le village depuis le printemps et qui engendre les journées terribles. Alors une atmosphère lourde, hein, tout le monde a peur de tout le monde, s'il veut bien. Tout le monde a peur de tout le monde, hein, tout le monde se méfie de tout le monde, même à l'intérieur des familles. Hein. On n'est pas à l'abri d'une dénonciation pas toujours justifiée. Il y a beaucoup de résistants, environ 200, sur un village, sur une population de 2390, ça fait à peu près 10%. Mais il y a autant de délateurs. Hein. Alors les Allemands, eh bien, ils viennent de Brignoles, de Marseille, alors les SS, la Gestapo, les deux. Ils sont souvent accompagnés de miliciens. Les miliciens, ce sont des jeunes du village qui travaillent dans la journée et le soir ils s'habillent en miliciens. Alors il y a le costume foncé, la large ceinture, le béret noir sur l'oreille. Hein. Et ces miliciens, ils renseignent les Allemands qui viennent perquisitionner, chercher les résistants, les communistes, les juifs. Alors les Allemands cherchent à terroriser la population et y arrivent parfaitement. Hein. Ils hurlent tout le temps, ils ne savent pas parler ces gens-là. Hein. Ils marchent en faisant claquer les bottes sur le trottoir. Ils arrêtent tout le monde, ils vérifient les identités. Alors les gens ne sortent plus, ils se terrent, ils restent chez eux. Qu'à cela ne tienne, les Allemands vont chez eux et les intimident. Alors Jean-Louis Alena m'a dit qu'il avait 3 mois lorsque les Allemands sont arrivés chez lui. Et il cherchait son père, un résistant, un communiste, un résistant notoire, un personnage important dans la résistance. Et comme sa mère ne voulait pas parler, ils ont braqué la mitraillette sur la poitrine de son bébé. Et tout fier, il m'a dit, et elle n'a pas parlé. Oh, moi, quand il m'a dit ça, je vous assure que j'en ai eu des frissons, et j'en ai encore aujourd'hui. Il faut avoir du cran pour le faire. Alors, elle a eu beaucoup de chance ce jour-là. Il est évident que tout de suite après, les résistants l'emmènent avec son gamin au vert, pour la protéger, on ne la voit plus jusqu'après la libération. Hein. Alors, bien, les Barjols, ils font la même chose. À la moindre menace, dès qu'il y a un petit souci, ils partent tous dans les cabanons. À chaque fois, les gens me disaient, on était au cabanon. Nous, on était au cabanon. Ils y étaient tout le temps. Ils y étaient en hiver, comme en été, la nuit comme le jour. Hein. Dès qu'il y avait un souci, ils partaient, ils s'enlevaient du milieu. Alors bien, les résistants, eux, eh ben, qu'est-ce qu'ils font en retour? Eh ben, ils cherchent les miliciens, ils cherchent les collaborateurs. Alors, à Barjols, je vous l'ai dit, les résistants constituent un fort contingent parce que, outre les adhésions individuelles à la suite de l'appel du 18 juin, nombre d'ouvriers sont communistes et ils basculent avec le parti en 1941 au moment où le Troisième Reich attaque l'URSS. Mais l'effectif grossit aussi au moment où est instauré le STO. Tous les jeunes qui ne veulent pas travailler pour l'Allemagne, pour les Allemands, eh bien, vont partir, ce sont les réfractaires, ils vont partir dans les maquis, ils vont rejoindre les maquis, ils se cachent, ils se constituent en petits groupes qui ne se connaissent pas. Alors même si on croise un copain, quelqu'un avec qui on était en classe, on ne le connaît pas, en tout cas on ne veut pas savoir ce qu'il fait ailleurs. On le connaît en tant que Barjolais, mais on ne le connaît pas en tant que résistant. Hein. On sépare bien les genres. Bon. Alors, quand ils se déplacent souvent pour éviter d'être pris, dès qu'ils arrivent, on leur dit un bon résistant, c'est un résistant vivant, bien évidemment. Hein. Ça, tout de suite, ça stimule. Hein. Alors, tout petit au passage, souvent les résistants ont une espérance, on a calculé sur la France que les résistants avaient une espérance de vie de 6 mois. Alors, certains durent plus, mais bon, hein, voilà. Alors, les aînés, eh bien, ils vont distribuer les tâches, les jeunes obéissent sans poser de questions. Hein. Moins on en sait, mieux on en est. Au cas où on serait pris, hein, il faut, de façon à ce qu'on ne puisse rien dire. Si on ne sait rien, on ne peut rien dire. On gomme son identité, on prend des noms de résistance, on ne porte jamais de papier d'identité ou quoi que ce soit de distinctif sur soi, comme des photos par exemple, pour éviter les représailles sur la famille. Alors, qu'est-ce que c'est que le quotidien de maquisards? Eh bien, c'est l'entretien des armes, leur transport à pied, la garde d'un tunnel ou d'un pont pour éviter l'ennemi de passer, ou le retenir le plus longtemps possible, la réception de parachutage, les actions de commando. Au demeurant, rien que de très ordinaire, hein, entre guillemets, mais les actions se multiplient au début juillet en 1944 et précipitent Barjols dans ces journées noires, décidément.
dans ces journées noires. Alors, les journées, ce sont les journées terribles de l'été 44. Elles sont constituées de trois épisodes douloureux. Le premier, c'est le 12 juillet. Le 12 juillet, Guittard, un collaborateur, un délateur, tout le monde le connaît au village, est arrêté par la résistance. On ne le voit plus, on a bien compris le sort qui lui était réservé. Puis, à 1h, c'est au tour de Solari. Alors, François Solari, lui, c'est un plombier. C'était un plombier qui a un magasin en haut de la place du Monument aux Morts. Et il garde la chaudière, il s'occupe de la chaudière à la tannerie Plochu lorsque les ouvriers n'y sont pas. Et il est 1h, ce jour-là, il n'y a pas d'ouvrier, il est tout seul, lorsque 5-6 FFI arrivent et l'estourbissent. Alors certains m'ont dit on lui a logé une balle dans la nuque, d'autres m'ont dit on lui a donné un coup dans la nuque. En tout cas, il est estourbi et ils le mettent dans la chaudière. Alors lorsque les ouvriers arrivent à 2h l'après-midi, on ne le voit pas, on le cherche, on ne sait pas où il est. Et c'est l'ouvrier qui alimente la chaudière en ouvrant la trappe qui trouve Solari. Enfin, ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Et il est évident qu'à partir de ce moment-là, la nouvelle, elle ne se répand comme une traînée de poudre au village. Tout le monde vient aux nouvelles, enfin c'est pas possible. Solari, c'est un délateur, c'est un dénonciateur, on le sait, on s'en méfie beaucoup de Solari. Alors on s'attend qu'il soit exécuté. Ça, ce n'est pas curieux, parce qu'un jour ou l'autre, on savait que ça pouvait se produire. Mais qu'on l'ait mis dans la chaudière, et alors tout le monde m'en a parlé, tout le monde. Et les gens m'ont dit, mais vous vous rendez compte, la chaudière, la trappe, elle était petite, elle était grande comme ça, et Solari, c'était un grand costaud. Mais comment ils ont fait pour le mettre dans la chaudière? En tout cas, le village est en émoi. C'est 2h15, 2h30. Quand on voit des gars du Maquidops dans 2 tractions noires arriver et ils enlèvent Jeannette Domas. Alors Jeannette Domas, qui est-elle? Eh bien c'est une jeune fille de 19 ans qui travaille à la poste et Jeannette Domas, elle a toujours une oreille ou un œil qui traîne partout, elle regarde tout, elle épie tout, elle surveille tout, elle guette tout, elle écoute toutes les conversations, elle s'approche des gens, elle écoute. Alors on s'en méfie de Jeannette Domas parce que c'est pareil, on les connaît les délateurs au village. Bon. Mais, et elle surveille beaucoup aussi à la poste. Alors un beau receveur, on lui dit, vous savez, monsieur Durand, il faut faire attention parce que Jeannette Domas, elle écoute beaucoup. Monsieur Durand, il dit, oh, c'est une petite, elle ne peut pas faire grand-chose. En réalité, Jeannette Domas, elle s'est amourachée d'un officier allemand qui était stationné chez Odo, et elle lui raconte tout. Et c'est elle qui est responsable de l'arrestation des Juifs de Barjol, et c'est elle qui va donner les mouvements du Maquidops quand elle en a connaissance. Donc si ce sont les gars du Maquidops qui viennent la chercher, ce n'est pas un hasard. En tout cas, 3 indicateurs importants qui disparaissent en quelques heures. C'en est trop pour les Allemands. Ils sont au village une demi-heure après. Les gens m'ont dit, mais c'est pas possible, ils étaient à Brignoles. Comment ils ont fait pour arriver une demi-heure après? C'est pas compliqué, ils ont été, quelqu'un les a prévenus, les a prévenus. Et pour qu'ils viennent une demi-heure après, c'est quelqu'un soit qui a le téléphone, or il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le téléphone à ce moment-là, ou quelqu'un qui a accès au téléphone, quelqu'un qui travaille à la poste. Donc, on arrive un petit peu à savoir d'où vient cela. En tout cas, les Allemands, ils viennent, ils restent un moment, ils font comme d'habitude, et puis ils repartent. Mais c'est le lendemain qu'ils reviennent. Le lendemain, c'est le 13 juillet. Et le 13 juillet, eh bien, c'est la rafle du 13 juillet. Alors, c'est le deuxième moment douloureux. Là aussi, comme pour l'exécution de Solari, tout le monde en a parlé. Mais les gens ne m'ont jamais cité le nom de rafle. À chaque fois, ils me disaient le jour où les Allemands sont venus. Alors au début, je disais, mais attendez, il est venu pratiquement tous les jours, les Allemands, donc c'est quel jour? Eh bien oui, mais c'est le jour où les Allemands sont venus, c'est cette rafle du 13 juillet. Et je comprends qu'elle marque les esprits, bien évidemment. Alors, le matin, eh bien, les réfractaires viennent brièvement, comme c'est souvent le cas. Des fois, c'est les réfractaires qui viennent le matin, puis après, c'est les Allemands, ou vice-versa. Alors, ce matin, ce jour-là, les réfractaires viennent le matin, et les Allemands viennent un peu avant midi. Alors, ils viennent un petit peu avant midi, et ils sont nombreux, 5 camions au moins, 2 cars, 300 soldats de la 292e division commandée par le général Zeller. Ce sont des Waffen-SS, des membres de la Gestapo. Ils descendent avant le tunnel et
une grande partie attend avant le tunnel et une autre partie va se répandre dans le village et monte jusqu'en haut de la Rouquière. Ils vont boucler le village en quelques minutes, vraiment très rapidement, et dans le plus grand silence. Alors, ils attendent quelques minutes, et ils attendent surtout que la sonnerie de la tannerie Vaillant retentisse pour signifier l'arrêt du travail à midi. Alors, il faut savoir que pendant la guerre, c'est la seule tannerie à pouvoir sonner à midi. Les autres ne fonctionnent pas. Les autres ne peuvent fonctionner qu'en état d'alerte. Bon. Alors, les Allemands, eh bien, ils vont attendre encore quelques minutes pour être sûrs que tous les ouvriers soient sortis. Et puis ensuite, eh bien, ils vont prendre en tenaille. Ils vont les prendre en tenaille et les pousser sur la place. Ils passent en même temps dans les rues avec les haut-parleurs et ils disent que tous, hommes, femmes, enfants, doivent aller sur la place avec leur papier d'identité en laissant les maisons ouvertes. Alors, seuls en sont exempts les personnes extrêmement âgées et les enfants très jeunes, en espérant qu'il y ait une personne âgée et un enfant très jeune dans la même maison, parce que sinon on ne sait pas comment ils font. Alors, il n'y a pas d'échappatoire, parce que les Allemands en armes poussent la population vers la place, ils entrent dans les maisons, ils les vident de ceux qui peuvent s'y trouver encore, ils cherchent les résistants, bien évidemment, ils entrent dans les maisons fermées, et là, dans celles des communistes, ils cassent tout, la porte, les meubles, la vaisselle, ils cassent tout. Alors, ils savent chez qui ils sont, parce qu'ils sont renseignés par les miliciens qui les accompagnent, bien évidemment. Et ils emportent les grosses des armes qu'ils trouvent, ne laissant que le canon, rendant ainsi les armes inutilisables. Alors ce jour-là, il fait une chaleur écrasante, vraiment. Et toute la population eh bien, est rassemblée sur la place, en plein soleil. Alors toutes, pas vraiment. C'est tous ceux qui n'ont pas pensé à se sauver ou tous ceux qui n'ont pas pu. Nombreux sont ceux qui se sauvent dans les cabanons, dans les bois, même le vallon qui est au-dessus de chez le Desma. Dans le petit vallon, en haut, il y a une arche. Devant, il y avait de la végétation. Il y avait personnes qui sont allées se protéger là. Et il y en a qui sont allés encore plus loin. Ils sont partis dans une baume, une grotte au Pierrot. Ils y sont restés un jour et pour certains même 2. Alors, en tout cas, les 3/4 des jeunes gens qui doivent se trouver sur la place manquent à l'appel. Alors, eh bien, la population, je vous l'ai dit, elle est regroupée sur la place. Et en bas de la place, elle est entourée, vous le voyez, par les soldats en armes. Et sur le petit banquet... Ah, il faut que je m'approche. Sur le petit banquet, là, le muret est sur le toit d'une maison à côté de l'école de garçons. Il y a 2 mitrailleuses lourdes qui sont braquées sur la population. Alors, les Allemands, armés de mitraillettes, vont pousser les habitants qui ont été rangés, vont diriger plus exactement, les habitants qui ont été mis en rang un par un, vers 7-8 tables qui sont installées là, à côté de la fontaine Renoir, derrière lesquelles il y a des Allemandes en uniforme qui vont vérifier les identités. À côté de ces tables, il y a M. Ferraud. M. Ferraud, c'est l'administrateur du village, un petit peu l'équivalent du maire, s'il vous plaît, si vous voulez. Mais depuis l'état de Vichy, il n'y a plus le personnel n'est plus élu. Il est nommé par le gouvernement, donc par le préfet. Donc M. Ferraud est là, et il y a aussi des miliciens. Et parmi les miliciens, il y en a 2 qui sont des anciens des tanneries qui ont travaillé pendant 4-5 ans avant la guerre et qui connaissent tout le monde au village. Il s'agit d'un jeune qu'on ne connaît que sous son surnom, Cagoulard, qui conduit un camion allemand, et un autre, un plus âgé, Join, qui est à ce moment-là un des responsables de la Gestapo à Brignoles. Alors, une sélection est faite, Cagoulard et Join disent celui-ci, celui-là là-bas encore. Alors M. Ferraud il dit non, lui c'est un brave gars. Ah non, celui-là, pas possible, c'est un bon père de famille. Mais là, non, c'est un jeune sans histoire, vous ne pouvez pas le prendre, c'est pas possible. Il en a sauvé plus d'un, M. Ferraud. En tout cas, là, il fait chaud, personne n'a mangé ni bu, la vérification d'identité prend des heures. Enfin, à 17h, eh bien, les Barjolais peuvent rentrer chez eux
et les Allemands repartent. Ils repartent en emmenant dans 2 cars 50 otages, ce ne sont que des hommes. Alors là, il y en a quand même 2 qui vont passer à travers les mailles du filet. Alors le premier, c'est Joseph Carovani. Joseph Carovani, c'est tout à fait au début de l'intervention. Il se retrouve en haut de la Rouguère, et il voit en bas, il voit Joanne. Il se dit, oh là 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 là, mon compte est bon. Parce que Joseph Carovani, lui, c'est un gars qui a fui le régime de Mussolini. Quand il est arrivé à Barjol, il est allé aux tanneries, il a travaillé aux tanneries, il est communiste, un communiste acharné. Il y a tout un groupe, là on m'a dit, ce sont des communistes acharnés et des résistants actifs. Alors lui, il en fait partie. Donc c'est un communiste acharné, un résistant actif. Et en 1936, il s'est colté avec Join. Ils se sont souvent heurtés, et même une fois, il lui a flanqué une dérouillée. Donc Join, forcément, il se souvient de lui, et pas de façon très agréable. Alors, bon, il voit des jeunes soldats. Il faut savoir qu'en 1943, on mobilise à 13 ans les garçons en Allemagne. Donc là, il y en a qui ont 14, 15 ans, alors il envoie un très très jeune. Et alors il lui montre une maison et puis il lui fait « Papier !» Alors l'Allemand pense qu'il va vérifier, il faut qu'il aille chercher ses papiers. Il lui montre, il lui dit « Bon, vas-y ». Joseph Carovani, il rentre dans une maison par là, mais de l'autre côté il y a la colline, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il passe par la fenêtre et il gagne le maquis, on ne le voit plus, il ne demande pas son reste. On ne le voit, oui, qu'après, au moment des combats de la libération. Et qui passe à travers les mailles du filet. Le deuxième, c'est Marcel Chabrier. Marcel Chabrier, c'est autre chose. Marcel Chabrier, lui, c'est un personnage qui est très important au niveau de la résistance aussi, mais pas simplement au niveau local. Il est aussi actif dans les maquis tout autour de Barjol, dans plusieurs types de maquis. Et lui, il est connu des services de la Gestapo sous son nom de résistance, sous son nom de Riconel. Alors, les gars de la Gestapo sont déjà venus à 2 reprises au village pour l'arrêter, et ils allaient dans sa maison, et ils demandaient Riconel. Ils cherchaient Riconel. Alors, comme ils ne le trouvaient pas, ils disaient aux gens, mais il est où Riconel? Il est où Riconel? Les gens disaient, mais nous, Riconel, on ne connaît pas, il n'y a jamais eu de Riconel ici. Mais ce jour-là, eh bien, on ne va pas demander Riconel, on va demander Marcel Chabrier. Et comme on ne le trouve pas chez lui, eh bien, Join dit, vous allez demander à son frère, lui saura où il est. Et pareil, on va mettre la mitraillette sur le ventre de son frère. Et là, il sait qu'il ne rigole pas ce jour-là. Et le frère, eh bien, il ne veut pas, mais il va dire qu'il se trouve, il se cache derrière des fûts dans le sous-sol, dans la cave, au sous-sol du cercle. Donc Marcel Chabrier, il est sur la Rouguère et il est même dans un camion d'otages. Mais il n'est pas dans le premier quart d'otages où il y a Join, il est dans le deuxième. Et donc le premier quart s'en va, le deuxième commence à démarrer, et là, il se dit, c'est le moment. Donc il va faire le cinéma. Alors là c'est pareil, il y a de très jeunes soldats, un très jeune soldat, et il va faire semblant, il va lui dire qu'il faut absolument s'arrêter, il faut absolument qu'il aille aux toilettes. Alors l'Allemand, il n'est pas d'accord, non, pas question de s'arrêter, non, bien évidemment. Alors lui, il ne se démonte pas, il se déculotte et il fait semblant de faire dans le buste, dans le quart. Alors l'Allemand est horrifié, c'est pas possible. Alors il va s'arrêter, vous le voyez, à la place de l'église, à la place de l'église où il y a les toilettes, par là. Lui, il va l'accompagner aux toilettes avec sa mitraillette, et l'autre va rester dans le quart, les portes fermées, et le soldat, il tient en joue les autres otages. Alors il va aux toilettes, il va y rester 2-3 minutes, et là encore 2 versions. Vous savez, c'est pas toujours facile d'avoir la même version. Donc 2 versions. Les uns disent, il va ouvrir brutalement la porte et va bousculer l'Allemand pour s'enfuir. Le deuxième dit, je penche plus pour cette deuxième version, il y a un vasistas, il passe par là, et il descend, et il se sauve. Mais le problème, c'est que 3 mètres après, il est dans la même rue. Donc il a pris un tout petit peu d'avance, mais pas beaucoup. Et donc l'Allemand a un tout petit peu de retard, et Marcel Chabrier, il va courir là, il va descendre par la salle des fêtes, et puis il va redescendre par ici. Mais il n'y a pas de salle des fêtes encore, mais il n'y a pas non plus de place, il y a beaucoup de maisons. Donc ça fait un dédale. Alors l'Allemand, il le suit à l'oreille, mais quand il le voit, il tire, mais comme il y a un coin, Marcel Chabrier est passé, et il descend jusqu'en bas, aux tanneries, où il sait que le matin, on a livré du charbon. Alors, quand il arrive en bas, il ne va pas gamacher, il plonge dans le tas de charbon. Et quand l'Allemand arrive,
ben, il voit personne. Alors il le cherche un moment, il ne trouve pas. L'Allemand va monter sur le tas, il va sauter un petit peu sur le tas de charbon, il n'y a rien qui se passe, il va tirer dans le tas de charbon, il n'y a rien qui se passe. Finalement il dit, le premier quart il est parti depuis un moment, il faut qu'on reparte, je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas. Et il est embêté comme tout, parce qu'il a perdu un otage. Mais bon, il faut partir, donc on va démarrer, peut-être 100 mètres après. On voit arriver un gars, un jeune, qui vient depuis l'Arche, qui vient depuis la place du jardin de la cour. Hein. Et donc, enfin, il y a les pompiers, hein, si vous voulez. C'est un gars qui est grand, jeune, costaud. Alors, le car pile, on descend, on va l'arrêter. Mais alors, lui, pas de problème. Il monte dans le car sans aucune difficulté. Hein. Il serait presque content d'aller faire une promenade, finalement. Hein. C'est Lucien Volterrani. Alors, l'Allemand est tout content, il a perdu un otage, il retrouve un otage. Hein. Voilà. Et donc, ils peuvent partir sur Brignoles. Mais à Brignoles, il n'y a que 50 personnes, que 50 otages. Et ils en attendaient 200. Donc, on renvoie des miliciens avec 3 quarts pour rechercher ceux qui manquent à l'appel. Et les miliciens vont passer dans les maisons, vont prendre des papiers d'identité, vont tout éplucher, etc. Finalement, vous pensez bien que ceux qui se sont planqués ne sont pas venus tout de suite. Hein, donc, ils ne sont pas là, ils sont restés dehors dans la nature. D'autant plus qu'il fait bon, on est en plein été, hein, on peut très bien dormir à la belle étoile. Donc, ils ne sont pas là. Ce qui fait qu'à 21h, les miliciens repartent, bredouillent. Mais ils le savent, hein, le compte n'y est pas. Pendant ce temps, à Brignoles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dès leur arrivée, les otages subissent un premier interrogatoire auquel assiste Join. Et Join, il doit s'absenter un moment, hein, parce que lui, c'est pareil, il faut qu'il aille aux toilettes. Il est resté toute l'après-midi. Décidément, je vous parle beaucoup de toilettes. Hein. Bon, mais c'est comme ça. Donc, il s'absente. Et c'est à ce moment-là qu'on demande à Albert Garcin de se présenter devant l'État, parce que là c'est pareil, il y a des Allemandes qui regardent, qui vérifient les identités, etc. On va vérifier son identité. Alors là c'est pareil, Albert Garcin il n'est pas tout jeune, il a 67 ans, mais lui il fait partie aussi de ces communistes enragés, résistants actifs, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pas péjoratif hein, ce que je vous dis, hein, mais on les a vraiment présentés comme ça, c'est vraiment des gens très qui en voulaient là. Hein. Et donc, il se dit, Join n'est pas là, donc c'est peut-être ma chance. Alors, il a 67 ans, il va se voûter de plus en plus, il tire la jambe, il va marcher avec difficulté, il faut le pousser un petit peu, il va prendre un air plus ou moins débile, plutôt plus que moins d'ailleurs, il ne comprend pas toujours ce qu'on lui raconte, et puis à part Join, il n'y a personne qui le connaît là-bas. Hein. Donc, on va dire, allez, celui-là, c'est bon, on va le laisser, hein, et on le relâche. Mais à Brignoles, il n'y a pas les maisons qu'il y a maintenant, hein, ce qui fait que tout de suite, là, il y a la campagne. Alors lui, il part très vite dans la campagne, il se cache dans la végétation, il gagne très très vite la colline, parce qu'il se dit, si jamais Join voit que j'ai été relâché, il va me faire rechercher, et là mon compte est bon. Donc il va marcher toute la nuit pour revenir sur Barjol, en traversant la colline, hein, il ne prend pas les chemins, hein, bien évidemment. Hein. Donc, et il arrive, en arrivant, bien évidemment, il gagne le maquis, c'est pareil, on ne le voit plus jusqu'au combat de la libération. Alors, eh bien, les otages, qui sont ceux qui n'ont pas pu passer à travers les mailles du filet, eh bien, les otages sont interrogés, ils sont torturés, ils sont progressivement libérés, et le 14, il n'en reste que quelques-uns, dont les maîtres tanneurs Vaillant et Plochu, ces maîtres tanneurs qui vont monnayer leur libération. Étant donné que leur production est réquisitionnée par les Allemands, les Allemands ont tout intérêt à ce qu'ils dirigent les tanneries plutôt que de les voir en prison en tant qu'otages, hein, bien évidemment. Et le 22, eh bien, ils sont tous rentrés, sauf 4. Messieurs Aune, Favre, Durand et le jeune Volterrani. Monsieur Favre et Monsieur Aune, ils sont âgés. Ils ont beaucoup de mal à se déplacer. Monsieur Favre, c'est un coiffeur navigateur en retraite. Il n'est plus que coiffeur à ce moment à Barjol, puisqu'il ne peut plus naviguer, bien évidemment. Alors lui, c'est un communiste, mais c'est pas résistant. Hein. Il est trop vieux pour ça. Monsieur Aune, lui, a 60 ans. Il travaille à la tannerie comme menuisier, en tant que menuisier. Et vous voyez, il a un bandeau sur l'œil gauche et il boite. Parce
qu'il a eu une blessure à la jambe lors de la Première Guerre mondiale et il en a toujours les séquelles. Alors lui aussi, il est résistant, pardon, il est communiste, mais il n'est pas résistant, il n'a pas la capacité physique, il ne pourrait pas se sauver, bien évidemment. Le jeune Lucien Volterrani, je n'ai pas la photo, je ne suis pas arrivée à trouver une photo. Lucien Volterrani, il a 20 ans, c'est un manœuvre. C'est un pauvre garçon, c'est vraiment un pauvre gars, c'est un peu le simple d'esprit, c'est un peu le fada du village. C'est en tout cas le souffre-douleur des jeunes de Barjol. Ils lui font faire n'importe quoi, ils lui font dire n'importe quoi. Ils le mettent dans tous les mauvais coups. Par exemple, quand ils voient les lycéens passer, ils lui disent « Allez, chante la Marseillaise !» Alors il chante la Marseillaise, bing, il reçoit un coup. Allez, dis à mort Hitler, bang, il en reçoit un autre. Il répète tout ce qu'on lui dit de dire, il fait tout ce qu'on lui dit de faire. Mais moi, on m'a dit, il était costaud, mais il n'était pas méchant. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il y en a d'autres qui m'ont dit... Alors, évidemment, lui, il n'est pas communiste. Et il n'est pas résistant non plus, hein, bien sûr. Mais on m'a dit, ils l'ont beaucoup fait souffrir, hein, plus cher. Il n'aurait jamais dû être arrêté. On n'a jamais su pourquoi il a été tué, le pauvre. Alors, il y a peut-être une explication. Il n'est pas communiste. Il n'est pas résistant, ça les Allemands l'ont très bien compris. Mais en 1935-36, il y a un programme en Allemagne, se développe un programme et mis en place un programme d'élimination des malades mentaux, des malades mentaux, des simples d'esprit, des dépressifs, des handicapés. Peut-être qu'il fait partie de ce programme. En tout cas, il reste parmi les otages. Ensuite, il y a M. Durand. Alors Louis Durand, lui, vous voyez, il a de la prestance, hein, il a 54 ans, il a de la prestance, c'est un monsieur important au village, il est receveur des postes. Et vous savez, receveur des postes en 1944, c'est vraiment quelqu'un d'important dans un village. Il côtoie la haute société, si vous voulez, locale, mais aussi il côtoie les autres personnes, parce qu'il connaît tout le monde à la poste. Et il est admirablement placé, bien évidemment, pour être résistant. Alors lui, c'est un résistant, bien évidemment. Lui, il est résistant, c'est un informateur, il écoute les conversations, il donne des informations, il transmet les messages au maquis, il collecte les fonds pour la résistance en vendant les timbres de la résistance. Je pourrais continuer comme ça, mais c'est pas utile. Hein, voilà. Alors, en tout cas, vous voyez que c'est un maigre bilan pour un tel déploiement de force. 4 personnes seulement. Donc, où sont passés les 200 résistants et maquisards de Barjol? Pourquoi ne sont-ils pas parmi les otages? Alors en fait, le 12 juillet, au soir, la veille donc, Eugène Garcin, le petit frère d'Albert qui est parti à Brignoles, le petit frère parce qu'il a 10 ans de moins, il a 57 ans, mais Albert Garcin a reçu un coup de fil d'un commandant collaborationniste de Marseille avec qui il chassait avant la guerre. Alors, Eugène Garcin ne sait pas qu'il est collaborateur, ce monsieur. Mais le commandant sait qu'il était gaulliste, donc s'il faut passer un message, c'est à lui qu'on va s'adresser. Ce qu'il ne sait pas, en revanche, c'est que personne d'ailleurs ne le sait au village, même pas ses enfants, même pas sa famille, c'est que Eugène Garcin est un personnage de premier ordre dans la résistance. Il reçoit les directives de Londres, il les transmet au maquis, hein, il joue un rôle absolument fondamental. Et donc, lui, on le prévient de la rafle du lendemain, et ce commandant lui dit, il lui demande de prévenir tout le monde, et il lui dit, il ne faut pas se présenter à la rafle et partir. Alors, oui, il veut bien, Eugène, le faire, mais c'est bien gentil, mais il ne peut pas parce que c'est tard, il y a le couvre-feu, il n'y en a pas beaucoup qui ont le téléphone, et c'est compliqué de prévenir 200 personnes qui sont disséminées un peu partout, comment on va faire? Alors tout de même, on sait qu'il y a une liste, on le sait parce qu'on en a intercepté un exemplaire, il y a une liste, les Allemands ont fait une liste de résistants, et certains noms sont écrits en rouge, et à côté il y a marqué « très dangereux ». Alors ceux-là, on ne prend pas le risque, on les renvoie tout de suite, ils partent, hein, ils partent, on ne les trouve plus au village. Et les autres, il faut quand même qu'ils aillent à l'usine, pour 2 raisons. Premièrement, pour prévenir les camarades qu'on n'a pas pu prévenir, parce qu'il faut que tout le monde soit prévenu. Et deuxièmement, il faut qu'on soit à l'usine pour
que les indicateurs ne se rendent pas compte qu'on sait quelque chose. Alors on va à l'usine, on prévient les copains, mais surtout, on va surveiller très attentivement tous les mouvements, on va surveiller à l'arrivée des Allemands, parce que dès qu'ils sont là, il faut partir, hein, il faut fuir avant qu'ils mettent en place le dispositif. Alors, quelques-uns décident quand même de rester à leur poste, c'est Joseph Carovani, c'est Louis Durand, c'est Albert Garcin. Et ce coup de fil qu'a reçu Eugène Garcin ne fut pas un geste gratuit, hein, parce qu'à la fin de la guerre, le commandant en question a été arrêté pour collaboration active, et pour sa défense, il va dire, je cite, il parle de ce coup de téléphone passé le 12 au soir à Garcin-Eugène pour le prévenir de la rafle du lendemain. Alors Eugène va témoigner de la véracité des faits, hein. Ce coup de fil a sauvé la vie du commandant au sens propre, hein, mais aussi celle de beaucoup de résistants. Enfin, pas tous, il y en a certains qui se trouvent, donc il y a des otages, les otages sont toujours à Brignoles, ils subissent des interrogatoires poussés, hein, je ne vous explique pas ce que ça veut dire, à la prison de Brignoles pendant 2 semaines, près de 2 semaines, et le 27 juillet, eh bien, on les amène au Bessillon. On les amène au Bessillon avec 6 autres qui sont incarcérés à Brignoles, hein, 6 autres qui viennent de villages différents. Et dans le but de faire sauter le jas du Bessillon, c'est-à-dire une bergerie, hein, où se cachent les maquisards. C'est le 3e moment fort. Alors là, ce 27 juillet, il y a au Bessillon 2 actions concomitantes. Alors la première, eh bien, alors de sources, selon les sources, 22 ou 24 maquisards du camp Battaglia sont effectivement cachés dans cette bergerie. C'est vraiment pas de bol, hein, parce qu'ils devaient partir la veille. Ils ont été donnés, hein, bien évidemment. Hein. Ils devaient partir la veille au soir, et il y a eu un contretemps, donc ils ont dit, le chef de camp leur a dit, bon écoutez les gars, moi je suis crevé, là, il revenait d'une mission, il dit, moi je suis crevé, il est tard, on ne peut pas partir maintenant, on va dormir quelques heures et on part demain matin de bonne heure. Manque de bol, de bonheur, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard parce qu'un berger de Cotignac voit des camions allemands arriver et il va monter au jas pour les prévenir qu'ils sont attaqués. Il monte au jas au péril de sa vie, hein, parce que s'il est pris, il a raconté aussi, en se cachant, c'est lui aussi qui a raconté un petit peu des choses. Hein. Donc il monte les prévenir. Et là, eh bien, effectivement, il y a 1500 Allemands et Français, 1500 hein, Allemands et Français de la tristement célèbre division de Brandebourg. Cette division de Brandebourg, elle traque les maquis, elle est connue pour sa férocité. Hein, et ce sont les commandos de la mort, hein, c'est ce qu'on appelle les commandos de la mort. Et cette division, elle vient à l'assaut du Bessillon. Alors les maquisards, eh bien, ils partent tout de suite. Hein. Il faut savoir qu'un maquisard doit tout habiller avec ses chaussures, avec le fusil à portée de main, donc ils ne vont pas prendre le petit-déj, hein, là, ils partent immédiatement. Et ils se scindent en 3 groupes. Un groupe part, c'est celui-ci, il est... Celui-ci, il est dirigé par Carmagnol de Cotignac. Et c'est un gars qui connaît le Bessillon comme sa poche. Donc il ne les fait pas passer par les chemins, ils vont passer à travers les taillis, ou les fourrés. Enfin, ils passent à travers le dispositif, ils s'en sortent. Le deuxième groupe a un peu moins de chance. Il a un blessé grave qu'on est obligé de laisser sur place. C'est le chef de camp. On lui laisse un revolver au cas où les Allemands le trouveraient. Les Allemands l'ont trouvé. Et puis, le troisième, alors lui, il n'a vraiment pas eu de chance, parce qu'ils ne connaissent pas le Bessillon, ils sont obligés de suivre les chemins, mais en plus, ils sont pourchassés par les Allemands qui les poussent vers le sommet du Bessillon. Or, vers le sommet du Bessillon, il y a une barre rocheuse, les Allemands se mettent au-dessus, et quand ils les voient, ils les mitraillent. Donc, ils essaient de se cacher, ils essaient de se sauver, ils se planquent sous la végétation, et il y en a un, André Salvetti, qui, en plongeant sous la végétation, il se rend compte qu'il y a une anfractuosité dans la roche. Il s'y met, il y a une crevasse. Il arrive à se plaquer dans la crevasse, il ne bouge plus, il se fait tout petit, hein, et il attend. Et les Allemands arrivent, les soldats qui les poursuivaient, ils arrivent, ils mitraillent, il entend les balles qui tapent sur la roche, mais lui est protégé. Par contre, il entend ses compagnons, le hurlement de ses compagnons qu'on achève.
Alors il faut savoir que le haut commandement allemand et la milice proclamait haut et fort en juin 1944, c'est-à-dire un peu plus d'un mois avant les faits, je cite, « Les membres des groupes de résistance tombant entre nos mains ne seront pas traités comme des prisonniers de guerre, mais comme des francs-tireurs et seront passibles de la peine capitale conformément aux lois de la guerre. » Donc, oui, ils vont les achever. En réalité, ils vont les massacrer. Hein. Ils vont les massacrer, et lorsque André Salvetti n'entend plus rien, au bout d'un très grand moment, il va sortir pour essayer de voir s'il peut faire quelque chose. Il se rend compte du carnage. Il est tellement effondré qu'il m'a dit qu'il n'avait pas pu partir tout de suite, quoi. Hein. Il était là, il peut plus bouger, hein, il était paralysé. Finalement, il part sur Cotignac, qui va donner l'alarme, et ces résistants sont enterrés au cimetière de Cotignac. 50 ans après, André Salvetti me disait encore « Je suis hanté par les hurlements de mes camarades, je les entends, la nuit me réveille. Hein. » C'était atroce. Hein. Alors ça, c'est la première action du Bessillon. La deuxième, eh bien, n'oublions pas, il y a les otages. Eh bien, les otages, eh bien, ils arrivent sur le Bessillon, on les lâche sur la route de Draguignan, en face de la Prégencière, hein, là où il y a le monument, et on leur dit, vous allez porter les armes pour qu'on puisse faire sauter la bergerie. Ce ne sont pas les Allemands qui portent les armes, bien évidemment. Hein. Enfin, eux, ils portent leurs mitraillettes, mais pas les armes pour faire sauter la bergerie. Alors, c'est pas la porte à côté, hein, regardez où il se trouve, le Jas, hein, il est loin de la route. C'est un chemin, c'est long comme chemin, il est rocailleux, il est accidenté, ça monte, on est à la fin de la matinée, il fait très chaud, ils doivent porter donc des armes, ils sont lourdement chargés, et ce sont des hommes qui, depuis 15 jours, parfois plus, subissent de très mauvais traitements et sont sous-alimentés, donc ils sont vraiment très affaiblis. Il leur faut 2 heures pour arriver, 2 heures d'une marche difficile, hein, d'autant plus qu'il y en a 2 qui marchent très difficilement. Hein. Donc il leur faut 2 heures pour arriver jusqu'au Jas, et les Allemands, eh bien, ils vont faire sauter cette bergerie. Quand la bergerie a sauté, les Allemands vont leur dire « Bon, vous êtes libres ». Alors comme ils viennent de différents villages, ils vont commencer à partir par des chemins différents. Et les Allemands se sont postés sur les arbres et les ont tirés comme des lapins. Ils ont essayé de s'échapper, mais ils n'ont pas pu, ils n'ont essayé aucune chance. Et là, les Allemands se sont acharnés sur eux. Ce ne sont pas les commandos de la mort, là. Hein. Ils se sont acharnés sur eux et les ont jetés pêle-mêle. Alors, de Pontevès, on sait qu'il y a du grabuge, donc on va essayer de les rechercher. On ne retrouve que le 30 juillet, 3 jours après, les corps enchevêtrés au pied d'un chêne à Sainte-Catherine, à cause de l'odeur terrible qui s'en dégage. Alors, on trouve ces corps ils sont dans un état pitoyable, hein, épouvantable. Ils ont été massacrés, ils ont été mutilés, ils sont enchevêtrés, ils commencent à se décomposer. C'est tellement difficile, une situation folle, si bien que la reconnaissance des corps est extrêmement difficile. On n'arrive pas à les reconnaître. Il faut 2-3 jours pour arriver à reconnaître un peu quelque chose. Et encore, on n'est pas sûr d'avoir bien reconnu les bonnes personnes. Alors, ceci dit, 3 corps sont emmenés à Barjol, où ils sont enterrés rapidement. Et vous vous souvenez, il y en avait 4 à Barjol d'otages. Donc, on n'en a trouvé que 3. Donc, on va rajouter un cercueil pour M. Haune, mais le cercueil est vide, parce qu'on n'a pas retrouvé son corps. Et les autres corps, eh bien, sont amenés sur Pontevès pour une dernière reconnaissance en présence des familles. Donc, je ne vous dis pas l'état des familles. Et là, un témoin m'a dit, installés sur la place, là, il y en avait 3, 4, 5 peut-être de Cotignac, Duval, et là, mon Dieu, on arrosait les cercueils de lavande parce qu'il y avait une odeur, ça sentait, c'était terrible. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est cette image, c'est ça que les gens en retiennent, bien évidemment. Alors, 2 mois après, on retrouve 2 corps dans le Bessillon. On reconnaît le corps de M. Haune à cause de son ceinturon. Il a 27 trous de balles. Et à côté, on trouve
un autre corps, et on comprend que c'est le corps de M. Favre. Donc, celui qui avait été enterré une première fois à Barjol comme étant M. Favre n'était pas M. Favre. En réalité, c'était un monsieur de Belge-Ancien, il manquait à l'appel, donc on a bien compris que c'était lui. C'est M. Desrano, un monsieur de 54 ans. Et vous voyez, on l'avait pris pour quelqu'un de 72 ans. Donc vous voyez, en plus, il ne se ressemblait pas du tout, hein, mais bon. Alors, le 17 mai, ces hommes qui sont morts de façon atroce, aussi bien les résistants que les otages, ce sont les martyrs du Bessillon. Alors, le 17 mai 1946, c'est-à-dire un an après l'armistice, à la fin de la guerre, le maire élu, là, cette fois, hein, Marcel Amic, écrit au chef de bataillon Pétré de Marseille, en vue d'une instruction pour crime de guerre, je cite, « Le 13 juillet 1944, les Allemands cantonnés à Brignoles ont occupé ma commune et enlevé un grand nombre d'otages. 4 de ces derniers ont été massacrés dans une colline dite le Bessillon, à quelques kilomètres de notre ville. Les autres captifs ont été relâchés après interrogatoire et torture. » C'est donc dans un village bouleversé, dans un climat très lourd, que va se dérouler le débarquement de Provence le 15 août et la libération. Alors, je vous ai parlé du débarquement de Provence, donc forcément, il faut qu'on voit quelles sont les forces en présence, hein, puisque les Alliés arrivent. Alors, l'objectif des Alliés, ce débarquement, il est extrêmement important. On commence maintenant, les historiens, surtout les historiens du Sud-Est, mais aussi les autres, commencent à dire, attention, on parle toujours du débarquement de Normandie, on pense toujours que le débarquement de Provence, il est laissé pour compte, il est extrêmement important, parce que s'il n'avait pas eu ce débarquement, les choses auraient peut-être évolué différemment en Normandie. Hein. Alors, l'objectif des Alliés, c'est premièrement de créer un deuxième front pour fixer localement l'armée allemande, pour l'empêcher justement d'aller aider le front de Normandie, et deuxièmement, détruire l'armée allemande, parce que bien sûr, on ne veut plus qu'elle puisse éventuellement monter à un moment ou à un autre. Alors, pour détruire l'armée allemande, eh bien, est constituée la force Task-Butler, et cette force Task-Butler, elle a une mission, c'est de couper la retraite des Allemands. Au moment couper la retraite des Allemands, il ne faut pas qu'ils puissent monter. Alors, elle va avoir c'est une unité blindée qui va foncer. Elle n'est pas là pour libérer le pays. Hein. Elle va foncer et elle va suivre 2 routes. La première, ils partent du même endroit, bien sûr. La première, vous voyez, ils passent par Draguignan, Digne, Gap, ils foncent sur Lyon pour arrêter ici, in fine, les Allemands. Mais il y a une deuxième partie qui est là, qui va passer par Sisteron, Alpturbuèche, qui bifurque sur Montélimar. Et vous le voyez peut-être qu'à Montélimar, il y a une bataille qui démarre le 21 août. C'est-à-dire que 6 jours après le débarquement, le début du débarquement, il y a déjà une bataille entre les Américains et les Allemands. Hein. Et si des Allemands étaient passés avant que les Américains n'arrivent, il y a ceux qui arrivent sur Lyon qui vont les bloquer. Cette bataille va durer un peu plus d'1 semaine. Et elle barre véritablement, elle bloque cette armée allemande qui ne peut pas remonter. Donc c'est un succès important, bien évidemment. Et puis ce qui nous intéresse ici aussi, c'est qu'il y a dans le débarquement 2 autres forces qui nous intéressent au premier chef. Alors je vous parlerai de cette force-là. La 3e DIA, c'est une division d'infanterie d'Afrique, hein, on en reparlera tout à l'heure, mais je vais vous parler surtout de celle-ci, la force Delta du général Eagle, constituée de la 45e donc division d'infanterie américaine. Alors, division d'Afrique, c'est français, alors que la 45e des US, c'est américain.
Et elle nous intéresse au premier chef, celle-là, puisque c'est celle qui vient libérer Barjol. Alors, l'armée allemande face aux Américains, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, cette force Delta, elle débarque à la Martel, hein, plus exactement à la Garonnette. Hein. Si vous allez là-bas dans le coin, à la Garonnette, vous avez la plaque où la force a débarqué. Alors, face aux Américains, aux Alliés, pardon, il y a la 19e allemande qui est subdivisée en différents éléments. Et deux éléments interviennent à Barjol, c'est la 242e DI du général Bessler et la 198e du général-major Otto Richter, qui sont basées toutes deux à Brignoles au moment du débarquement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un peu avant, quelques temps avant, la 9e division de Panzers, vous avez les gros chars allemands. Hein, ils sont partis. Ils sont partis pour rejoindre le front de Normandie. Hein, parce que là-bas, je vous l'ai dit, ça piétine. Hein. Et donc, ils sont partis, ce qui fait que les forces sont défavorables pour les Allemands. Sont défavorables au niveau des bateaux, au niveau des avions, au niveau des blindés et au niveau de l'artillerie. Le seul point où ils sont supérieurs aux Alliés, c'est l'effectif. Mais les troupes allemandes sont essentiellement composées des MOI, M-O-I, c'est un sigle si vous voulez, oui, ce sont des troupes étrangères, dont les Arméniens qui participent au combat de Barjol. Alors là, on va dire, elles commencent un peu ils sont avec les Allemands, ils participent au combat de Barjol, qu'est-ce qui se passe? Alors on est obligé de faire un tout petit retour en arrière, on revient 3 mois avant. 3 mois avant, le 20 avril 1944, s'est constitué à Barjol un groupe de résistance arménien, puisque vous savez qu'il y a une communauté arménienne importante. Hein. Et ce groupe est composé de Nazar Kapikian, venu de Marseille, Alexis Serafini, responsable du groupement pour la libération de la région, Yamir Kebelian, Armen Demirjian, les von Vartabedian, les 3 cousins Kouyumjian, donc des gens vraiment des locaux, hein, bien. Plus 1 ou 2 personnes venues pour faire l'unité, etc. Et fin juillet, l'un de ses membres, les von Vartabedian, il voit passer un camion allemand, alors jusque-là, rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'il les entend chanter en arménien. Ah, il se dit, tiens, c'est curieux ça. 3 jours après, il est dans la campagne entre Fox et Montmélian, et pareil, il entend chanter en arménien. Alors il va se cacher, il va regarder ce qui se passe, et il voit des soldats allemands. Alors là, il dit, là, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui se passe. Alors il va voir son patron, Benjamin Demirjian, il travaille et il vit à Montmélian. Hein. Mais Benjamin Demirjian, c'est un résistant du secteur de Brignoles. Vous voyez, on sépare les genres hein, pour éviter les représailles, etc. Alors, Benjamin Demirjian, lui, parle arménien couramment, hein, bien évidemment. Alors il dit, bon, on va essayer de voir ce qui se passe. Et puis, ils vont entrer en contact avec eux, et ils apprennent que ces Arméniens, en réalité, ils sont de Crimée, c'est-à-dire la Crimée, c'est une région de l'URSS à cette époque-là. Donc, ils ont été enrôlés, ils ont été incorporés dans l'armée soviétique, ils ont été faits prisonniers sur le front dans la région de Koursk, en Ukraine, au moment de l'offensive allemande, et ils ont été internés pendant 2 mois, très durs, hein, dans un camp allemand où ont été regroupés 5000 soviétiques, de toute nationalité. Il y a des Russes, des Ouzbeks, des Géorgiens, des Ukrainiens et des Arméniens, bien sûr. Et ensuite, donc ces soldats, ces prisonniers sont répartis par les Allemands selon leur origine, donc les Ukrainiens, les Arméniens, etc., pour constituer, sans leur accord, des unités nationales dans l'armée allemande, les MOI, donc la main-d'œuvre immigrée, qui est réquisitionnée donc, de force par les Allemands, qui veulent en faire une armée pour lutter contre les maquis. Alors on va dire, il y en a qui ne sont pas d'accord. Bien sûr, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, on dit moi, je veux pas porter l'uniforme allemand. C'est pas compliqué, hein. Il y a toujours un soldat allemand ou un chef qui va prendre son revolver et
une balle dans la tête, une balle dans la poitrine, et puis l'opposant, on est tranquille. Après, on dit qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas faire partie de l'armée. Ben non, là, il n'y a pas beaucoup d'opposants, donc forcément. Hein. Alors, ces Arméniens, ils connaissent les langues de toute l'Europe centrale. Alors, les Allemands disent, on ne va pas les envoyer là-bas parce qu'il va y avoir une collusion avec la population locale. Alors, ils les envoient à un endroit où ils ne connaissent pas la langue. Ils les envoient en France. Et on les envoie, donc on envoie un bataillon, à peu près 800 personnes, donc ces Arméniens, ici à Cavalère, pour surveiller le littoral entre le Lavandou et Cavalière. Parce que les Allemands savent qu'il va y avoir un débarquement, hein, tout le monde le sait, mais ils ne savent pas où il va y avoir le débarquement. Ils pensent davantage sur Marseille, sur Toulon, ils pensent que ça va être sur Toulon, hein. Peut-être Marseille, mais bon, en tout cas, on surveille tout le littoral, comme ça on est tranquille, on sera prévenu. Alors ces boys, ils sont là, il y a 4-5, il y a quelques officiers avec eux, parce qu'il y a très peu d'officiers allemands hein, pour les surveiller. Et fin juillet, 42 d'entre eux sont désignés pour venir dans le secteur de Barjol. Alors voyez l'ironie du sort. Hein, bien. Alors Benjamin Demirjian va discuter avec leur chef pour essayer de les retourner, bien évidemment, hein, le capitaine Haïk Kasparian. Alors quand ils partent, les résistants, le capitaine va voir ses hommes et leur dit, ben voilà, on a deux solutions. On reste sous uniforme allemand, mais les Américains vont arriver. Et sous uniforme allemand, on va être tués, parce qu'on ne va pas faire le poids. Hein. Face à eux, il n'y a pas 36 solutions. La deuxième, eh bien, la résistance nous demande de les rejoindre. Or, nous, on n'a rien à faire avec les Allemands. On a été réquisitionnés de force. Donc, finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ils sont tous d'accord. Donc, le 12, un accord est conclu entre les Arméniens soviétiques et le comité de résistance arménienne de Barjol. D'accord? Vous avez compris la différence entre les deux. Alors, on va les chercher le 15 août à 2h du matin, mais on va les chercher dans une camionnette qui est trop petite pour emmener tout le monde, les hommes et le matériel, le matériel. Et alors là, il y a 4 résistants, 4 Arméniens, les résistants qui y vont, c'est Vartabédian, Levon Vartabédian, Sérafini, Benlian, Demirjian, ils se rendent à Fox-en-Fou. Là, vous avez la photo de ces Arméniens après la libération. Vous les voyez en tenue civile, vous allez comprendre pourquoi. Et ici, il y a Levon Vartabédian qui est avec eux, hein, qui est allé les chercher. Donc, on va les chercher, mais comme la camionnette est trop petite pour prendre tout le monde, eh bien, ils viennent, ceux qui sont fatigués, si vous voulez, ils vont partir avec le véhicule ainsi que les armes, et les autres vont marcher 20 km jusqu'à Barjol. Ils sont encadrés par les résistants, on leur laisse des armes au cas où ils feraient une mauvaise rencontre, et le matin du 15, ils arrivent à Barjol. À leur arrivée dans le village, ils sont pris en charge par la communauté arménienne qui va les loger, qui va les nourrir. Le comité de libération leur a donné des bons de réquisition pour qu'ils s'habillent en civil. Ce sont les Arméniens soviétiques, donc, qui ont participé à la libération de Barjol. Alors, il faut savoir qu'ils n'obéissent qu'à leur capitaine, qui est donc, leur capitaine est à côté. Et bien, à partir de ce moment-là, tout le temps, il y a Benjamin Demirjian. Benjamin Demirjian, c'est le père d'Alain. Hein. Bon. Il y a donc Benjamin Demirjian, qui est leur guide, leur interprète. Il est le résistant, donc il fait le coup de feu avec eux. Et il est aussi l'intermédiaire entre la résistance et eux, parce qu'il faut bien qu'il y ait des ordres il faut bien que chacun ait une tâche à accomplir, il faut qu'on puisse se comprendre. Et l'un d'eux, Léon Asvasian, témoigne en 1996 à Aix-en-Provence, je cite, « Tout de suite après la libération, le comité municipal de résistance nous a fait à nous tous, qui étions 42, des attestations comme quoi nous avions combattu pour chasser les Allemands. Il est évident que c'est leur sauf-conduit. Hein, bon. Alors, on est le 15 août, et on apprend qu'il y a un débarquement. Et ce débarquement, il va très vite. Il réussit, c'est une réussite extraordinaire ce débarquement, parce que les résistants ont énormément préparé, hein, à une exception près, à l'exception de Théoul, où un message a été intercepté par les Allemands,
les résistants avaient envoyé le message disant que la plage était, il y avait des chevaux de frise, elle était minée, il ne fallait pas débarquer là. Partout, et ce message n'est jamais arrivé. Donc évidemment, quand les Alliés sont arrivés là, ça a été l'hécatombe. Par contre, partout ailleurs, ils sont arrivés, ils savaient que c'était des endroits dégagés. Hein, donc ils sont arrivés là, et c'est vraiment une parfaite réussite, donc ils foncent. Et Hitler est très vite au courant, il a très bien compris la situation, et dès la fin de la matinée, il ordonne un repli de son armée pour éviter l'encerclement. Et il demande simplement qu'on tienne deux places, Toulon et Marseille, qui sont des ports en eau profonde. Donc, ils veulent partir très vite, mais pour protéger cette fuite sur repli, ils vont décider de s'installer à un endroit où ils vont pouvoir, ils cherchent un endroit où ils vont pouvoir retenir une partie, un peu de l'armée américaine, pas toute, de l'armée des Alliés, pour retenir un petit peu, pour permettre aux autres de s'échapper derrière. Et cet endroit, eh ben, c'est le verrou de Barjol. Le verrou de Barjol, c'est-à-dire au Carme, c'est sur la route de Draguignan, l'endroit étroit. Alors c'est vrai que maintenant la route a été tellement élargie qu'on ne le voit plus trop, mais en 1944, ça faisait vraiment un verrou. Et donc, les résistants le savent, hein, parce qu'ils ont des indicateurs, comme les Allemands ont des indicateurs, les résistants ont des indicateurs aussi, donc ils le savent. Donc les résistants, dès le lendemain du débarquement, le 16, Barjol-Sarme, en vue de sa libération. Ce que je ne vous ai pas dit, pardon, c'est que tout de suite, avec le débarquement, le comité de résistance prend possession des pouvoirs publics de la commune, hein, M. Ferraud s'efface, et donc il procède aux mesures de défense avancées à Barjol. Alors donc le 16, eh bien, Barjol-Sarme, et outre les 42 Arméniens qui sont là, elle a avec elle la résistance, donc il y a une trentaine de FFI. Ce sont une trentaine de FFI de Barjol, on les voit là, pas tous, hein, on les voit après la libération aussi. Vous voyez au passage comme ils ont le visage émacié, hein, vous voyez le problème de la faim. Hein. Bon, il y a aussi 25 réfugiés espagnols du camp de séjour du Château Vert, 19 maquisards d'Obs. Alors ils sont armés de fusils, parfois de fusils mitrailleurs, de grenades, plus les armes allemandes amenées par les Arméniens. Je ne vous ai pas dit ce qu'ils avaient comme armes, mais lorsque les résistants sont allés les chercher, ces Arméniens, faut que s'en fout, ils ont tué les officiers allemands, les 4 officiers allemands, mais ils ont récupéré les armes, hein. C'est-à-dire 90 000 cartouches, 4 Plimo, 2 mitrailleuses, des grenades, de nombreuses autres armes. C'est pas rien. Mais les résistants, ce sont des armes allemandes. Donc les résistants ne savent pas s'en servir. On n'a pas eu le temps de faire une formation, bien évidemment. Hein. En tout cas, c'est un peu moins de 300 hommes. Et en phase 2, il y a une colonne de 3000 Allemands. Vous voyez un ratio de 10 contre 1. Hein. Alors, eux, ils sont très bien entraînés et ils ont projeté de gagner Barjol, de s'installer donc sur la route de Draguignan, sur les hauteurs, hein, pour s'opposer à l'avance des Américains et les retenir le plus longtemps possible. Alors, ils ont des mitraillettes, des mitrailleuses lourdes, des mortiers, des canons, mais pas d'artillerie lourde. Alors, à ce moment-là, il y a quelque chose un petit peu amusant, hein, enfin, dérider un petit peu la situation. Il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a une Jeep allemande qui arrive à Barjol. Alors, ils sont tous occupés à faire plein de choses. Le village est vide. Il n'y a personne. On n'entend pas un bruit. Les maisons sont fermées, les commerces sont fermés, tous les volets sont fermés. Il n'y a personne, pas de bruit. Il y a simplement 8-10 vieux qui sont sur la roulière. Et ils voient une Jeep allemande arriver et disent « Oh, les Américains sont là !» Et puis, les Américains sont là. En réalité, c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça, parce qu'il y a 2 occupants dans cette Jeep. Mais ces occupants, ils appartiennent à la 2e division, la 3e division d'infanterie d'Afrique. Je vous ai montré tout à l'heure où elle était arrivée. En réalité, ce sont 2 personnes qui appartiennent au 4e régiment de tirailleurs tunisiens. Et dans ces 2, eh ben, il y a Terrasson, pardon. Il y a Romain Terrasson, l'oncle de Maxime, qui était parti dans les années 30 avec ses parents à Tunis, et donc il est incorporé à Tunis.
Alors lui, il a vu son supérieur, il lui a dit « J'ai de la famille à Barjol ». Il a demandé l'autorisation exceptionnelle de venir à Barjol pour venir leur faire une bise. Et exceptionnellement, on lui passe une Jeep. Par contre, on lui dit qu'il faut y aller avec un autre, pas y aller tout seul. Et il a un temps délimité. Hein. Au-delà de ce temps, il sera déserteur. Il n'est pas déserteur. Hein. En tout cas, quand il arrive à Barjol, il n'y a personne. Et c'est, en quelque sorte, il est là. Après, il va participer avec son régiment à l'encerclement de Toulon le 20, à l'encerclement de Marseille le 23, et puis vont s'illustrer notamment dans les Vosges. Hein. Ces tirailleurs tunisiens, c'est vraiment quelque chose de très important. Ils ont permis de gagner à la France leur galon de guerre, si vous voulez. La France est considérée depuis les batailles qui se sont produites sur le Monte Cassino, avec les tirailleurs tunisiens qui ont fait la bataille du Belvédère, et je vous parlerai tout à l'heure des Tabors, j'en parlerai tout à l'heure. Et c'est ça qui fait que les Américains vont considérer l'armée d'Afrique comme une véritable armée, et non pas quelque chose à qui on va donner des tâches subalternes, comme c'était le cas jusque-là. Donc c'est vraiment un régiment important, quoi. Et donc, on pourrait presque dire que c'est le premier Américain, entre guillemets, à Barjol. Hein. Alors, oui, les préparatifs se poursuivent, bien évidemment, et le 17, les préparatifs de défense commencent, et ce sont les combats de la libération. Alors, ces combats de la libération, il y a 120 hommes, 120 hommes dont les Arméniens et les Espagnols qui sont ici sur les hauteurs de la route de Marseille. En réalité, ils sont, si vous voulez, entre le bas du cimetière et le Pont-Neuf, sur la colline qui est en face de la coopérative oléicole. Il y en a une trentaine qui se trouvent sur la route de Brignoles, ici, et 25 là, en direction de Pont-Neuf. Et pendant cette préparation, ceux qui sont sur la route de Brignoles disent « Attention, les Allemands arrivent ». Les Allemands arrivent, et les Allemands ont projeté de passer par Châteauvert et de venir directement à Barjol pour venir sur le haut, mais ils envoyaient une estafette et se rendent compte que les FFI sont situés sur des positions stratégiques et ils sont vraiment solidement installés sur ces positions stratégiques. Alors ils se disent, si on passe, on va avoir beaucoup de pertes. Hein, et donc, il faut qu'on les garde pour le combat contre les Américains. Donc, ils n'engagent pas le combat, ils vont changer de cap et ils vont passer par Brasse et Bru. Et de là, ils veulent rejoindre Barjol en passant par Varage, Taverne et rejoindre donc le haut de Barjol. Arrivés à Bru, ils vont envoyer 2 estafettes à moto pour savoir si la route est dégagée. Mais là, sur cette route, il y a des résistants, il y a des gars de Pont-Neuf qui sont là, avec une mitrailleuse, et ils vont tirer quand ils voient les 2 estafettes qui sont à moto. La première moto peut passer, la deuxième fait demi-tour et rejoint le gros de la troupe à Bru. Alors la première estafette, lorsqu'elle arrive au pied de Varage, il y a des rochers, il y a des résistants qui tirent, les blessés au pied, le soldat fait demi-tour, et si Péronne l'a loupé au premier passage, à l'aller, il ne le loupe pas au retour, donc l'Allemand est tué, il reste avec sa machine sur la route. Mais les Allemands qui sont à Bru, ils entendent, et ils ont très bien compris la situation. Alors ils vont à nouveau changer de cap, et là ils vont foncer véritablement sur Barjol directement. Alors c'est un peu la panique, parce qu'on n'attendait pas les Américains par là. Alors on va très vite essayer de faire sauter le Pont-Neuf avec des mines pour empêcher les Allemands d'entrer dans le village avec leurs véhicules et surtout avec leurs blindés. Et lorsque les Allemands, ils vont très très vite, hein, ils ne s'arrêtent pas. Et donc quand ils arrivent en vue de Barjol, ils vont faire une halte au départ du chemin des Mareliers. Et là, comme ils voient le Pont-Neuf, ils vont envoyer une estafette, avec une voiture cette fois, avec 2 occupants. Et pour voir si le pont est miné, hein, bien évidemment. Alors, quand ils arrivent, il y a 2 résistants qui vont tirer une rafale de mitraillettes. Ils ne les touchent pas, hein, ils ne les atteignent pas, les Allemands. Alors, on m'a dit que ce sont des résistants de la dernière heure. Hein. En tout cas, ils ne les touchent pas, les Allemands vont riposter. Ils ripostent, la végétation est basse, hein, on y voit assez loin,
et suffisamment pour que les Allemands repèrent les frères Canova qui sont en train de miner le pont. Alors, ils tirent. Les frères Canova ne peuvent pas tirer, ne peuvent pas terminer. Le pont ne saute pas. L'un d'eux est blessé. Et c'est le début des combats de Barjol. Il est à peu près 15h30. Les combats viennent de commencer. Alors, les Allemands utilisent des mitrailleuses, des mitraillettes, des grenades, des mortiers. Les résistants inférieurs en nombre, vous vous souvenez, et en armement, ils tiennent. Mais les combats s'intensifient à partir de 17h. Alors les Barjolais m'ont dit, si l'estafette n'avait pas été attaquée, Barjol aurait certainement, aurait peut-être été épargné et des vies humaines sauvées. Alors on m'a dit, oh oui, mais c'est parce qu'ils ont tiré, parce que ce sont des résistants de la dernière heure. On m'a même dit de l'heure d'après. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des jeunes, ils ont une vingtaine d'années, ils n'ont pas de formation militaire, c'est leur baptême du feu. Et là, ils savent, ils risquent leur vie comme les autres. Hein. Ils savent qu'ils sont là et ils ont tiré, ils sont nerveux, ils ont tiré. Hein. Voilà. Alors, en effet, par contre, ce qui est exact, c'est que des morts sont à déplorer. C'est lors de cette phase que la famille David est touchée. Alors, la famille David, c'est une famille où il y a 6 personnes. La mère, Marie, sa fille Louise et sa petite-fille Nicole. Il y a également son fils Albert, sa belle-fille Jacqueline et leur fille Pauline. Et cette famille a voulu se réfugier. On ne savait pas, les Allemands ne les attendaient pas là. Ils sont venus se réfugier dans un cabanon ici en contrebas de la route de Marseille, un peu en phase de contact. Donc si vous regardez bien, ils sont complètement dans la ligne de mire des Allemands. Ce qui veut dire qu'au moment où les combats s'intensifient à 17h, eh bien le cabanon, il est mitraillé. Hein. Il y a des balles, des balles qui s'écrasent sur le cabanon. Leur position est absolument intenable. Donc ils vont partir, essayer de se sauver et venir par ici, par le village. Et là, les Allemands les voient, ils les repèrent et ils les suivent un moment. Ils vont regarder, ils savent très bien que ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des résistants, c'est une famille. Il n'y a qu'un seul homme, parce qu'avec les jumelles, on le voit, et il y a 2 enfants. Ils tirent à l'arme lourde, à la mitrailleuse lourde. Jacqueline, la belle-fille, 27 ans, est tuée sur le coup. Marie et Louise sont très grièvement blessées. Marie est complètement criblée de balles, hein, ainsi que la petite fille Nicole. Hein. Donc vous voyez que là il y a la mère, la fille. La mère, enfin la grand-mère, la mère et la fille. Hein. Et là, eh bien, les brancardiers vont venir les chercher, au péril de leur vie, parce que les combats continuent. Hein. Et Jacqueline est amenée chez elle, les autres sont amenés au dispensaire de la Croix-Rouge, à l'hospice, ici. C'est César Maille qui va porter Nicole dans ses bras. Hein. Il ne veut pas qu'on la mette sur un brancard, il la porte dans ses bras jusque-là. Et le lendemain, ces 3 blessés, on va les acheminer sur Cotignac et sur Saint-Jean-du-Var pour Louise. Marie, elle est amputée du bras droit. Quant à Nicole, elle est si grièvement blessée qu'elle succombe. Elle avait 8 ans. Parmi les résistants, il y a aussi des victimes. Il y a un Français qui est tué. On ne sait pas du tout qui c'est. Il n'a pas de papier d'identité, personne ne le connaît. On l'a vu, mais on ne sait pas d'où il est, on ne sait pas son nom, on ne connaît pas. C'est le soldat inconnu de Barjol. Et puis, il y a un Arménien, tout comme Mezzana-Gagnan, qui est tué à son tour en bas du cimetière à 19h. On compte aussi un blessé. Mais les Allemands, beaucoup d'Allemands sont faits prisonniers, mais ils passent tout de même en laissant sur place de nombreux morts et des blessés. Et les Allemands pénètrent donc à Barjol, ils investissent le village, ils passent par la route de Marseille ou par le bas de la coopérative, ils arrivent aux tanneries et sur la route de Brignoles. Et quand ils entrent dans le village, ils croient qu'il y a un foyer de résistance très important, donc ils entrent en hurlant Barjol, caput, hein. Ils sont pris très au sérieux par la population, qui se terre chez elle ou dans les abris. Et quand elle n'a pas pu aller se réfugier dans les cabanons ou dans les grottes au-dessus des tanneries. Alors les Allemands passent dans chaque maison, ils cherchent les résistants, ils hurlent, ils arpentent les rues, ils tirent dans les fenêtres, ils tirent sur tout ce qui bouge.
C'est un cauchemar hein, pour la population qui est absolument terrorisée. Et à 22h30, eh bien, il y a une autre victime civile. C'est Marius Lyotard. Décidément, il y a beaucoup de Marius. Hein. Donc c'est Marius Lyotard. Marius Lyotard, lui, c'est un homme un peu étrange. C'est pas le fou du village. Hein. C'est un homme un peu étrange. Il a eu certainement un accident étant jeune. Et il a un comportement bizarre. Il ne parle à personne. Personne n'entend le ton de sa voix. Et lui, il est déjà très grand et très costaud. Il porte en permanence une capote, ce qui le rend encore plus imposant. Il fait peur aux enfants. Hein. Les gens disent on avait peur de Marius Lyotard. Et lui, il est tout le temps en train de se promener. Dans la journée, la nuit, dès qu'il a envie, il part. Il part marcher. Marcher avec un livre. Il lit tout le temps. Tout le temps. Les gens me disaient, il lit même en traversant la route. Alors c'est vrai que la route, il n'y avait pas beaucoup de circulation à Barjol. Hein. Mais certaines mauvaises langues m'ont même dit, il lisait le livre à l'envers. En tout cas, Marius Lyotard, il est 22h30, il a envie de sortir, il prend son bouquin, il sort, il marche. Il ne marche pas longtemps, puisqu'en bas de chez lui, il est tué. Il est 22h30, je vous l'ai dit. C'est dans l'impasse Renoir, en face du laboratoire. Et donc, ces Allemands, eh bien, ils vont arpenter le boulevard Grisol, on les entend, les gens ne dorment pas de la nuit, ils sont vraiment, ils disent c'est épouvantable. Et ils pensent à juste titre que les Allemands sont en train de miner les maisons, ils minent toutes les maisons du boulevard Grisol. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? On n'en sait rien. Est-ce qu'ils veulent faire sauter Barjol? Est-ce qu'ils veulent faire sauter les ponts? Est-ce qu'ils veulent tuer les hommes? En tout cas, beaucoup le croient dans le village. Hein. Le souvenir d'Oradour-sur-Glane n'y est pas étranger. Cependant, l'ennemi ne parvient ni à se fixer sur les hauteurs, ni à fuir, parce que la résistance l'en empêche. Pour justement permettre aux troupes américaines de venir la réduire. Et le 18 au matin, eh bien, les résistants vont se disperser ici, dans la colline, pour pouvoir faire prisonniers les Allemands qui s'échapperaient. Et puis, les combats, vous voyez, ils se sont déplacés ici, vers le Castellas, hein, où les Allemands et les Arméniens s'affrontent. Mais à ce moment-là, Ernest Salvatierko vient les soutenir. Alors Ernest Salvatierko, c'est un personnage aussi extrêmement important dans la résistance. C'est un personnage d'une extrême discrétion. Personne ne sait que c'est un résistant. En tout cas, pendant les combats, c'est lui qui est responsable des combattants. Hein, voilà. Et c'est très important parce que lui, il a la connaissance du terrain. Donc ça va être un avantage énorme. Parce que les uns et les autres se cachent derrière les rochers. Les combats sont vraiment très violents, ils vont durer toute la journée. Et en fin de matinée, il y en a un qui dit « mais c'est pas possible, on va pas pouvoir tenir comme ça, on va pas y arriver ». Alors il a une grosse moto, il est de Ponteves, il va récupérer un autre de Ponteves, un jeune, c'est de Maria, il va chercher les Américains pour qu'ils viennent libérer Barjol très rapidement. En réalité, eh bien, pendant ce temps, plutôt, qu'est-ce qui se passe dans le village? Eh bien, dans le village, dès qu'ils sortent, les habitants qui n'ont pas fui sont pris pour cible par des tireurs embusqués. Il y en a un qui est placé, qui est positionné au-dessus du Crédit Agricole, en face de la station-service, et il tire sur la famille Cano, qui est déjà durement éprouvée parce qu'elle a perdu une sœur et une nièce par alliance. Et donc, les résistants voient donc ce tireur embusqué, le délogent, ils sont arrivés à repérer aussi les autres, enfin les délogent, ils les tuent, hein, ils les neutralisent bien évidemment. Et de Maria, eh ben, il arrive, il rencontre les Américains. Alors il rencontre les Américains entre Sillon-la-Cascade et Salerne, et il leur explique qu'il faut venir très vite parce que le village risque d'être anéanti. Hein. Alors ceux qu'il rencontre, bien, c'est le 157e régiment américain, et ce régiment va informer les autorités. Mais lui, il ne peut pas venir. Lui, il va poursuivre sa route vers Taverne et Varage. Et à Taverne, il y a un résistant qui a une moto, c'est Jean Borgogno. Et Jean Borgogno, il va aller les escorter. Il va les escorter jusqu'à Varage, il va leur ouvrir la route, il est à côté de la Jeep, où il y a la Jeep de tête, où il y a 2 Américains. Et ils arrivent à Varage. Mais là, à Varage, dans le cimetière, derrière les murs, il y a 2 Allemands qui sont planqués, il les tue à bout portant. Donc Jean Borgogno tombe devant le cimetière, ainsi que les 2 Américains. Alors c'est vrai que les autres Américains vont tuer les 2 Allemands en retour, mais on a là aussi, vous voyez, des victimes. Et
dans la foulée, eh bien, les Américains libèrent Varaj. Et c'est le 179e régiment d'infanterie de la 45e division de la 7e armée des États-Unis, commandé par le colonel Meyer, qui vole au secours de Barjol. Il vient du Toronnet, en passant par Cotignac et Rognette. Alors, souvent on m'a dit, il ne devait pas venir. C'est faux. Il devait venir. Mais, étant donné la gravité de la situation, on va lui adjoindre, on le freine dans son avance, on va lui adjoindre une unité blindée parce qu'on va en avoir bien besoin à Barjol. Et lorsqu'ils arrivent près des 4 chemins de Rognette, ils voient un véhicule allemand. Ils ne font pas de quartier, ils ne cherchent pas, ils le font sauter. Le premier char le fait sauter. Mais la fumée se voit depuis Ponteves et certainement depuis ici le Castellas où il y a une mitrailleuse allemande qui est positionnée. Alors, on envoie des hommes en éclaireur, une petite colonne d'une vingtaine de personnes en éclaireur. Vous voyez, ils ne suivent pas la route. Ils sont de l'autre côté du ruisseau, en se cachant derrière la végétation, mais ils ne vont pas aller bien loin, parce que les Américains progressent et les font prisonniers. Et les Américains, eh bien, justement, ils progressent. Ils installent leur artillerie lourde aux Valettes, ils progressent vers Ponteves, ils s'installent sous Ponteves dans la ferme Saint-Ferréol des Deux Gerfagnon, et ils installent leurs chars dans l'allée de platane qui va au pavillon. Et les chars sont un peu en retrait des platanes, le canon est dirigé vers Barjol. Et alors, un témoin m'a dit, c'est marrant, il m'a dit, il y avait un char, un platane, un char, un platane, un char, un platane, un char. Tout le long, il y avait des platanes, tout le long, il y avait des chars. Alors, dès qu'ils arrivent, le régisseur, M. Cézanne, va leur dire, vous savez, il y a une mitraillette, on est sous le feu de cette mitrailleuse, on est sous le feu de cette mitrailleuse. Alors, ils vont monter sur un toit en se cachant et il va montrer où se trouve la mitrailleuse. Et les Allemands, eh bien, ils vont la neutraliser d'un seul tir de canon, boum, plus de mitrailleuse. Et puis, les Américains vont se dire, eh bien, ils vont tirer avec leurs chars vers les carmes. Donc, ils sont là, ils vont tirer vers les carmes. Mais il y a des rochers derrière lesquels se cachent les Allemands, donc c'est pas pratique, c'est pas facile, d'autant plus qu'il faut éviter les Arméniens. Il ne faut pas les tuer quand même. Bon. Donc, ils vont envoyer des chars, ils ont une carte, ils vont, sans demander à qui que ce soit, ils envoient des chars ici, jusqu'aux Carmes, et ils vont prendre la route des Carmes. Mais cette route des Carmes, elle ne bouge pas, donc ils ne peuvent rien faire, sinon demi-tour. Et c'est en faisant demi-tour que le char tombe dans la rivière. Alors, le char tombe dans la rivière, l'équipage, il est plus commotionné que blessé, il peut sortir tout seul, mais le char, lui, il va rester pour quelques années, là-bas au fond, dans la rivière. Dans le même temps, une colonne d'Américains, alors là, cette fois, on prend un guide, on prend un résistant, une colonne d'Américains va aller voir ce qui se passe, elle va contourner à travers champs, ils ont des fusils mitrailleurs, ils vont à Garbel, ils vont se mettre au sommet du Castellas pour voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, et aussi pour prendre à revers les Allemands. Et c'est là que se situe le front, c'est à Garbel que se situe le front. Et donc les combats vont durer. Et puis les Américains, ils sont venus pas simplement avec l'infanterie, ils ont aussi l'artillerie. Et ils vont utiliser leurs gros canons pour lancer des obus sur ces obus qui passent au-dessus du village. Alors là, c'est pareil, les gens sont terrorisés, ceux qui étaient restés dans les maisons, ils se précipitent dans les caves, parce qu'ils se disent, on va en recevoir un sur la tête, c'est le cas de le dire. En réalité, eh bien, les obus viennent s'écraser, vous le voyez sur la route de Marseille, sur les blindés et sur les véhicules allemands. Et là, ça va durer tout l'après-midi, les tirs durent tout l'après-midi, une partie de la nuit jusqu'à 6h du matin. La nuit, ils sont accompagnés de fusées éclairantes et de balles traçantes. Et alors, des barjolets m'ont dit, on était montés, on avait écarté un tout petit peu les rideaux pour voir avec un œil, on regardait, disaient les balles traçantes, ça sifflait, et avec les fusées, on y voyait comme en plein jour. Alors, les Allemands répliquent, bien sûr, mais vous voyez qu'ils n'ont pas la même puissance de feu, en tout cas, elle n'est pas suffisante,
et ils ne peuvent pas joindre les Américains, leur obus tombe sur la truite. Et vous voyez là, le fait qu'ils n'aient pas leur gros char, eh bien ça a vraiment changé énormément la donne, bien évidemment. Donc, ils savent que leur cause est perdue. Hein. Ils savent que leur cause est perdue, donc il y en a tout un tas qui partent à pied à partir des Maroliers, ils partent par là. Mais comme là c'est truffé de résistants, ils sont faits prisonniers, d'autant plus que depuis la veille, les Américains aussi, hein, depuis la veille l'après-midi, donc les Américains ils sont là aussi, puis ils les cueillent. Et le plus gros de la troupe va partir par la vieille route de Varage. Ici, il y a même un véhicule qui est tombé en panne et qui est resté jusqu'en 54-55. Mais comme ils n'ont pas assez de véhicules, ils vont se délester de tout ce qu'ils ont, de toutes les provisions, de tout le matériel. Et ils vont tout laisser sur la Rouguère. La Rouguère est complètement jonchée de caisses allemandes. Et les Barjolais m'ont dit, c'est la seule bonne chose qui nous soit arrivée des Allemands. Voilà. Alors, avant de partir, ils vont faire sauter la maison d'Agnelli. La maison d'Agnelli, cette maison, c'est en réalité, c'est une maison qui se trouve dans le vallon, là, qui monte de chez le Desma. C'est la petite maison en rose, hein, en pointe, en triangle. Ils avaient installé un dépôt d'armes. Évidemment, ils le font sauter avant de partir. Hein, ils ne veulent pas laisser les armes, c'était bien. Mais le village ne saute pas. Le village ne saute pas, et lorsque les Américains pénètrent dans Barjol à 8h30 le matin, Barjol est calme, il n'y a plus d'Allemands, sauf 2, qui sont cachés juste là en dessous, et qui sont tués. Hein, ils n'ont pas pu s'enfuir. Alors, pendant les Américains viennent aussi depuis Varage, sur la vieille route de Varage, pour essayer de récupérer, de trouver des prisonniers, de faire prisonniers les Allemands qui pourraient s'y trouver. Et les Américains vont véritablement traquer les Allemands dans les collines environnantes pendant 4 jours. Hein, et ils vont rester au village 8 à 10 jours. Quelques jours de répit avant de reprendre les combats. Alors les nombreux blessés, eh bien ils sont emmenés dans la cour de la ferme Saint-Ferréol, là, et ensuite ils sont transportés à Rognette, où les Américains ont installé un véritable hôpital de campagne. Et là, ils accueillent tout le monde. Il va fonctionner à peu près 3 semaines, hein, cet hôpital. Ils accueillent tout le monde. Les militaires, les soldats américains, bien sûr, mais aussi les soldats allemands. Mais aussi les civils. Alors il y a beaucoup de Barjolais qui sont allés, soit parce qu'ils avaient un petit bobo, et puis beaucoup par curiosité. Hein. Alors il y a des femmes qui vont leur faire la vaisselle, qui vont faire les lits, il y a des hommes qui vont brancarder, ils leur donnent un coup de main hein, quand même. Et en retour, les Allemands ils vont leur donner des carrés de pain blanc, des carrés de pain blanc comme ça, qui ressemblent à de la brioche, il est entouré dans du cellophane, et des carreaux de chocolat, ça fondait dans la bouche, on en avait été privés depuis si longtemps. Hein. Alors, les Américains, ils sont accueillis avec enthousiasme, bien sûr, par la population, vous le comprenez. Les jeunes filles montent sur les jeeps, les camions, elles se font accompagner chez elles en chenillette. Les garçons, ils regardent les armes, ils admirent leurs héros qui leur distribuent des cigarettes, du chocolat. On est en plein été, donc les Barjolais qui ont des campagnes et les Pontois vont donner des œufs, des tomates, des fruits aux Américains parce qu'ils n'ont pas de produits frais et donc eux ils vont leur donner leur ration. On essaie de savoir d'où ils viennent, on sort les atlas pour voir d'où ils viennent. Il y en a même un qui m'a dit on n'a même plus parlé en espagnol. Donc, et puis ils vont faire passer des films américains, et puis ils vont écouter la musique, et ils donnent des fêtes, ils ont libéré Barjol. Alors, pendant ces journées-là de la libération, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sitôt le village libéré, dans les heures qui suivent, en fin de matinée déjà, on a des convois militaires, des convois allemands qui vont traverser le village. Ils foncent, ils traversent le village, c'est de façon ininterrompue. Nuit et jour, pendant 4 à 5 jours, vous vous souvenez, c'est la force d'Admosler qui fonce pour arriver là-haut. Hein, et ils passent, ils traversent le village. Et les gens disaient il fallait faire attention parce qu'on traversait, mais il fallait faire attention. Mais il y avait un bruit pas possible, il y avait les maisons qui vibraient. Et à Barjol, à ce moment-là, les routes étaient en terre.
Donc imaginez la poussière, hein, en plein été. Bon. Donc on a là des cas. Et une fois, un résistant m'a dit, un matin, je suis descendu sur la Rouguère, et là, ils avaient fait une halte, ils avaient fait une pause. Sur la Rouguère, il y avait 40 à 50 chars, toute la Rouguère était couverte de chars. Ils m'ont dit, je me demande comment la voûte, elle n'a pas cédé. Hein, voilà. Alors, pendant cette période, il y a aussi autre chose. Entre le 20 et le 25, le lieutenant Émilien Fernandez, qui a débarqué avec les troupes de Montsaber, hein, tout à l'heure je vous en ai parlé, les troupes d'Afrique, eh bien, il reçoit l'ordre de l'intelligence service, c'est-à-dire les services secrets anglais, de venir à Barjol avec ses hommes. Donc il a une mission spéciale, une quarantaine d'hommes. Ce sont des tabors marocains. Ce sont des tabors marocains et ils viennent chercher, arrêter François Solari. Pourquoi François Solari? Parce que il pense qu'il connaît des noms de dénonciateurs de résistants. Donc, c'est un personnage double, un personnage trouble, ce Solari. Pourquoi on vient le chercher? Et on pense aussi qu'il sait certaines choses concernant de l'argent qui aurait disparu lors des parachutages. Alors, lorsqu'ils arrivent à Barjol, eh bien, on lui dit, Solari, il est mort depuis longtemps, hein. Il a été exécuté, on l'a mis dans la chaudière, tout le monde se fait un malin plaisir, au départ on ne sait pas ce qu'il vient de faire, on se fait un malin plaisir de lui raconter ce qui se passe. Lui, il n'est pas très content parce qu'il ne peut pas remplir sa mission forcément. Hein. Et alors il va essayer d'avoir des explications. Mais ceux qui ont arrêté Solari ou ceux qui sont avec eux, ils n'ont pas du tout envie de donner d'explications et surtout pas à des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui sont un peu noirs, pas complètement noirs mais déjà très foncés. Et ils tiennent un discours, à la limite injurieux, en tout cas très raciste. On leur dit, mais nous on s'est débrouillés tout seuls jusque-là, on n'a rien à faire de vous. J'en ai pour 3 minutes, vous me les accordez? Oui, non? Donc, il est très très mal reçu et lui, il le prend très mal. Hein. Son fils, François Fernandez, me l'a dit, il a très très mal vécu cet épisode. Alors, en conclusion, eh bien, après la libération, la vie reprend ses droits, bien évidemment. On résout rapidement le problème des prisonniers, mais les deux grandes préoccupations, c'est le problème de la faim. Alors, on essaie d'ouvrir une deuxième boucherie pour résoudre le problème, et ça n'arrange pas grand-chose. Et surtout, le deuxième problème, c'est la chasse aux collaborateurs et aux miliciens. Alors, il y a une milice patriote qui est formée de ces jeunes résistants de la dernière heure, qui va traquer les collaborateurs, les miliciens, et ce qu'on soupçonne de l'être, parce que c'est pas toujours très net. Alors il y a eu des excès, des règlements de compte, forcément. Alors pour éviter cela, il y a des actions en justice qui ont été entreprises et on demande d'ailleurs une accélération de ces procédures judiciaires à l'encontre de ceux qui ont manifesté leur attachement aux Italiens, aux Allemands, ou ceux en tout cas dont la population a souffert. Et c'est curieux, parce que les Italiens, personne ne s'en était plaint, c'était relativement bon enfant, l'occupation italienne. Alors certains souhaitent un apaisement en disant la guerre est finie, puis d'autres disent non, ils nous en ont trop fait voir. Alors tous ne sont pas d'accord et les dissensions sont nombreuses, y compris au sein de la délégation spéciale, l'équivalent du conseil municipal. Et le 28 novembre 1944, il y a une pétition qui émane de cette délégation qui est reportée sur le cahier des délibérations municipales en vue de l'accélération du procès Mariani et consort des délateurs. Je cite: la délégation s'étonne que le procès des sieurs Mariani, Danto et de Madame Solari traîne en longueur et demande à ce que l'instruction de ces affaires ne soit pas perdue de vue. Bien sûr, on ne veut pas qu'il passe comme ça et comme si rien n'était. Alors, une toute petite parenthèse concernant Juin. Vous vous souvenez de Juin? En 1946, on retrouve sa trace. Il a fui avec la débâcle des Allemands. Il est fiché et recherché dans toutes les gendarmeries de France. Il ne peut plus travailler et pour survivre, il participe à des cambriolages. Un cambriolage à Nîmes. Et on se doute qu'il a sévi à Barjol. Donc on demande à 3 Barjolais d'aller le reconnaître. Parmi les 3, il y a M. Volterragne, le père de Lucien, mort au Bessillon. Et ils le reconnaissent, et à l'issue du procès, Juin est condamné à mort. Donc, malgré la libération, vous voyez que la tension dans le village n'est pas tombée. Il a fallu du temps pour que ça se calme, maintenant on dit 1 mois environ.
Alors on peut faire la fête, 3 jours de fête, du 23 au 25 septembre avec des repas en commun et des balles avant, après le repas jusqu'à 2 h du matin. Presque toute la population y prend part. La guerre est finie, pense-t-on? Pas tout à fait. Le lendemain, le 26, deux camionnettes de miliciens, le 26 septembre, donc, 2 camionnettes de miliciens mitraillent la foule au Luc, faisant 4 morts et 16 blessés. 5 semaines après la libération. Hein, voilà. Cependant, le 26 novembre, les cloches de la collégiale sonnent à toute volée en l'honneur de la libération de Strasbourg. Alors, j'étais un petit peu longue, je le sais, je m'en excuse, mais je voulais parler de Bargelett, et c'est la seule fois, dans le cadre comme ça, une étude locale, où on peut parler un petit peu des Bargelett. Alors, je n'ai pas pu dire beaucoup de choses, mais je voulais quand même pouvoir dire 2-3 mots pour chacun. Alors, je suis encore désolée, j'ai été très longue.